maintenant qu'on a conscience de ces mondes-là, je vais passer au regard critique de la culture africaine. Vous voyez, au début, j'ai fait l'éloge de notre optimisme atavique. Mais des fois, quand c'est trop, ça nous pose problème. Et le titre de l'intervention, c'est entrepreneuriat et culture, changer ou périr. Il ne s'agit pas de changer ou de périr. C'est-à-dire que toute culture doit s'interroger à un moment donné. Si on ne le fait pas nous-mêmes, sous notre propre direction, c'est au choc des autres que nous sommes obligés, en perdant le contrôle, de changer. Et c'est ce qui nous arrive souvent. C'est ce qui nous arrive souvent. Interrogeons notre culture. Par exemple, dans notre culture, j'ai pris aussi une référence là. Ici, c'est Daniel Etunga Mangela. C'est un auteur camerounais. C'est un livre qui a été écrit autour de la question de la perestroïka, quand les Africains s'interrogeaient aussi. Le titre est très provocateur. L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel? C'est provocateur parce que nous savons les dégâts des programmes d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Mais si vous vous arrêtez au titre, vous perdez l'essentiel du propos. Il est fondamentalement ancré dans sa culture, mais il interroge notre culture. Il dit, par exemple, nous avons une soumission totale au divin. Même les faits les plus de tous les jours, c'est réglé par je ne sais pas qui. On ne veut pas regarder les choses, les traiter comme telles. On a une autorité suprême qui doit régler nos problèmes. Et le romancier Cheikh Hamidou Kane avait déjà prévenu comme ça dans son livre L'Afrique ambiguë. Il y a une phrase qui dit « Dieu n'est pas notre parent, nous sommes libres ». L'aventure ambiguë. Oui, l'aventure ambiguë, pardon. L'Afrique ambiguë, c'est un autre titre. Dieu n'est pas notre parent, nous sommes libres. C'est pas pour dire qu'on n'a pas, on ne croit pas. C'est que quand on met Dieu partout, on perd le sens même des choses. Tout ce qui est simple, Dieu. Tout ce qui est simple, Dieu. Et quand ça devient complexe, on abandonne. Si le plus simple, on ne peut pas le régler, on ramène tout à Dieu. Et lorsque c'est beaucoup plus compliqué, il n'y a plus personne. Le refus de la tyrannie du temps. La tyrannie du temps. À Lagos, les Nigériens disent « la montre n'a pas inventé l'homme ». Oui. Mais dans ce cas, la réunion qu'on a aujourd'hui samedi, on aurait dû dire on a réunion samedi. Moi je serais venu à 6h, l'autre serait venu à 22h, un autre à minuit, mais c'est toujours samedi, non? Il a fallu bien qu'il y ait une heure. Est-ce que de toute façon on va nous faire partir? Vous voyez, on n'a pas besoin des autres pour s'interroger sur ces questions-là. Il faut qu'on s'interroge sur ces questions fondamentales. On a toujours le temps, on a toujours le temps, on a toujours le temps. Nous étions dans un contexte différent d'abondance en Afrique. On avait notre temps. Mais le monde, il faut faire avec le monde nord-américain, le monde asiatique, le monde français, qui nous fait déjà beaucoup de tort, le monde rhénan, qui s'interroge aussi malgré tout. Tous ces mondes-là s'interrogent perpétuellement. Et nous devons continuer à nous interroger, sans pression, sans faire plaisir à personne. Un pouvoir et une autorité indivisibles. Souvent, quand on a le pouvoir, on ne l'exerce pas naturellement, on cherche toujours des justifications pour passer soit en force, pour dire qu'on n'a pas tort. Il y a un exemple intéressant au Burkina Faso. C'est un homme qui croyait à une religion donnée dans un village et qui change de religion et devient musulman. Bon. Là-bas, il n'y a pas beaucoup de perdièmes, de sacrifices d'argent qu'on dépose tout le temps. Et donc, il se rend compte qu'il a fait des économies. Entre-temps, il avait une bicyclette, il va s'acheter un cyclomoteur. Sauf que dans son entourage, tout le village commence à le surveiller. Tout le monde le surveille. Comment il a fait? Comment il a fait?
pris peur, cet homme va mettre son cyclomoteur derrière la maison, il va continuer à utiliser sa bicyclette. Ce poids social-là, il faut qu'on l'interroge. Il faut qu'on l'interroge. Si nous voulons avoir des entrepreneurs demain, il faut l'interroger. Cet exemple, ça peut se retrouver dans toutes les situations en Afrique. Mais ce que je dis n'est pas propre à l'Afrique, c'est en Haïti c'est pareil, en Jamaïque c'est pareil. C'est le monde africain tout ce monde-là. D'où le panafricanisme. Une convivialité excessive. Il y a des Africains qui ne veulent pas écrire à l'administration. Il faut le faire de visu, face à face. Mais il y a une procédure administrative. Non, je préfère aller sur place. Je préfère voir le directeur de séance lui-même. Mais tout le monde ne peut pas le voir. Faites un courrier, c'est prévu. Non, moi-même je vais le voir. Parce que je crains que le courrier, peut-être que je vais heurter. Mais non. Ça doit parler à beaucoup de gens, ce que je dis là, ici, au fond. Cette convivialité excessive nous pose problème. Il faut garder la convivialité. Ce sont des biens précieux. C'est ce qui fait notre optimisme atavique. Mais quand ça devient excessif, ça pose problème. Par exemple, il y a eu le film Sur la route de Nairobi, le héros John Hurt qui déclare à propos des Maasai, voilà un Européen. Là-bas on dit un blanc, voilà, qui est prospère dans le levage, qui utilise les mains des Africains, les Maasai sur place, pour entretenir ses bêtes. Il dit dans ce reportage, il dit, ces gens, ils pensent que ces bêtes appartiennent au bon Dieu. Or, elles m'appartiennent. Et il dit à la fin, ce sont les meilleurs du monde. Cette convivialité excessive, on fait le bonheur de quelqu'un qui se moque même de nous. Donc, il faut garder la convivialité africaine. Elle est fondamentale. Mais quand on est en confrontation culturelle, il faut savoir l'utiliser. C'est fondamental. Et dans toujours cette critique, je vais prendre 3, rapidement, que j'appelle l'enflure de l'irrationnel. L'enflure de l'irrationnel. Au Togo, une famille perd, dans les années 80, un être très cher. Le corps est donc à la morgue municipale. Les parents vont visiter, donc, vont à la morgue pour voir le corps avant la levée définitive. Parmi les parents qui ont visité le corps, 2 meurent, 2 vont mourir quelques jours plus tard. Et il y a une rumeur comme quoi tous ceux qui iront voir le cadavre, verront son visage, vont mourir aussi. Et tout le monde va abandonner le corps pendant 3 mois. Je n'exagère rien. Vous connaissez ces problèmes-là. Mais c'est quoi cette affaire? Qui a établi ça? Cette enflure de l'irrationnel que nous traînons partout. Moi-même de ma famille, je suis allé une fois en Afrique, à Brazzaville, on me dit non, mais on a inscrit les enfants pour faire leur BPC, puisque là-bas le BPC c'est encore un diplôme. Ils sont dans la ville, mais on les a inscrits à l'intérieur du pays, parce que ici, ça ne va pas. Moi j'ai regardé mes neveux en face et j'ai dit, mais vous là-bas vous avez triché, oui. On va dépenser de l'argent pour les envoyer là-bas. Et s'ils n'ont pas l'examen, ils vont même prendre prétexte, oui. Oui. En deuxième, en 84, en Côte d'Ivoire, il y a un match de la Coupe d'Afrique entre la Côte d'Ivoire et l'Égypte. La Côte d'Ivoire perd. A raison, le capitaine de l'équipe des éléphants de Côte d'Ivoire avait perdu ses grillés sur le terrain. Il y a un Égyptien qui l'avait subtilisé. Donc, c'est ça qui est la cause de l'échec. La conséquence, c'est qu'on ne va pas analyser pourquoi on a perdu ce match. Puisque la raison est toute trouvée. Et dans tous les domaines, c'est comme ça. Et les entrepreneurs africains, même en Occident, fonctionnent comme ça, on se connaît.
Moi, en tant que conseil, pour souvent les entrepreneurs africains viennent me voir, j'ai appris qu'on peut gagner moins de... On peut faire des exonérations Où tu as appris ça? Oh, mais c'est un ami dans un Ganda. Oh, quand même. Un Ganda, c'est les Bubias. Mais quand même. C'est là-bas que tu as appris ça? Mais il y a même des... Je préfère que tu me dises que j'ai lu ça dans un livre de fiscalité. Il y a des spécialistes pour ça. Mais on fait confiance à des choses pareilles. Et on veut être entrepreneur. Dans un monde où les autres ont des conseils. Et ça, c'est l'enflure de l'irrationnel. Enfin, la sorcellerie. Ah, ça, les sorciers africains qui ont des... Dans tous les pays africains, vous avez une histoire où les sorciers voyagent la nuit avec des avions, tout ça. Et il y a des intellectuels qui croient. On se demande pourquoi ils ont fait des années d'études pour croire à ces choses-là. Et c'est comme si la connaissance, le savoir était occidental. On en arrive là. On en arrive là. Savoir compter, lire et tout, qui est naturel à tous les peuples de la terre, c'est occidental. Ah, quand tu contestes, oui, mais toi, l'école des Blancs t'a changé. Mais comment? Comment on a fait pour faire des pyramides? Comment on a fait pour construire des cités comme Zimbabwe? C'est aussi les Européens qui sont venus le faire à notre place. Parce que ces Africains-là avaient réfléchi. Ils avaient posé la connaissance sur Terre. Alors, la sorcellerie, ici, je vais rapidement, parce que ça concerne aussi... Il y a des gens de la diaspora qui sont capables de vous dire qu'ils sont ensorcelés par des Africains, un oncle du continent. Là, j'ai pris l'exemple des Burkinabés qui étaient immigrés en Côte d'Ivoire, ils disaient que leur maladie, ils accusaient en fait des oncles, des vieux qui étaient restés au Burkina Faso. C'est accordé aux sorciers une compétence, des pouvoirs extraordinaires. Mais oui, c'est l'enflure de l'irrationnel. Et ça, si les entrepreneurs africains ne font pas ce travail, juste par appât du gain, je vais créer ça, je vais faire ci, je vais faire ça, sans s'interroger sur ces questions-là, souvent c'est ça qui est la base de notre perte. Je vais donc finir avec l'exemple de MC Carré,